Alors bonjour à tous, comme je l'avais évoqué, aujourd'hui on va parler du navigateur internet et on va essayer de se poser la question de savoir si c'est un playground ou si c'est plus une zone de guerre et on va faire un petit retour sur ce pilier du net, hein, et sur l'origine de du web et des et les évolutions du navigateur web. Alors, pour commencer, on va essayer de revenir un petit peu plus loin, aux origines des applications, aux origines des logiciels et de la façon de fabriquer un logiciel. Et puis on va repartir très loin puisqu'on va repartir des interfaces en ligne de commande et à l'époque où il n'y avait pas encore de capacité de faire des applications graphiques. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette période? On peut dire qu'effectivement en capacité d'interagir, interopérer avec d'autres utilisateurs, en capacité de scaler, forcément, c'était pas d'actualité. On pouvait même considérer que d'un point de vue ergonomique, la réponse ergonomique était faible, hein. L'interface en ligne de commande, avait énormément de limites sur la façon de pouvoir, interagir avec le programme informatique. Par contre, effectivement, les fonctionnalités, c'était, forcément limité, à cette dimension ergonomique, mais, ça n'empêchait pas la construction de fonctionnalités. Très vite, on a vu arriver avec ce que nous ont proposé, Microsoft, Apple, dans l'approche de l'ordinateur individuel, dans la démocratisation de l'ordinateur individuel, on a vu arriver des applications graphiques et avec ces applications graphiques, une façon d'interagir avec la machine différente. L'interface homme-machine, est devenue beaucoup plus raffinée et donc effectivement, il y a une explosion, à la fois de l'ergonomie, à la fois de la fonctionnalité, mais dans un premier temps sans capacité de pouvoir, fonctionner en réseau. Le réseau d'ailleurs était pas forcément, extrêmement démocratisé ou alors, dans des applications beaucoup plus locales. Donc, la suite logique, c'est l'arrivée du réseau et la construction d'applications, client-serveur. L'introduction de ces applications client-serveur, elle va effectivement faire améliorer la capacité de dimensionner la réponse, d'un service, de fournir la capacité d'agir à plusieurs sur un même logiciel, donc améliorer l'interopérabilité. Par contre, effectivement, elle va provoquer un petit déclin ergonomique parce que forcément, la capacité de ce qu'on pouvait faire avec des applications en réseau, limitait un petit peu l'usage, limitait le périmètre fonctionnel et d'un point de vue ergonomique, ça a provoqué une petite diminution, pour pouvoir vraiment, mettre en œuvre ses premières fonctions, en réseau, ces fonctions collectives utilisables collectivement. Les applications clients lourds vont remettre effectivement, les fonctionnalités. On va se retrouver avec des clients qui portent une partie plus importante de la fonctionnalité, et donc qui, font du traitement local et par contre effectivement, on continue à s'améliorer sur l'interopérabilité. Au niveau ergonomie, on est quand même contraint aux limites de ce qu'on peut faire, sur les fonctionnalités, réseau, sur les fonctionnalités, partagées. Et puis, la scalabilité sur les clients lourds, forcément, si on fait augmenter ce périmètre de fonctionnalité, bah, ça limite la capacité à pouvoir, vraiment, scaler le service et il va falloir attendre l'arrivée des applications web légers pour vraiment voir, ce niveau de scalabilité, pouvoir taper sur des fermes de serveurs web, voir, effectivement les capacités d'interopérabilité, aller encore plus loin. On va se concentrer, hein, sur cette période pendant un bon moment. Par contre, là, ça a été un vrai déclin en termes d'ergonomie et de fonctionnalité parce que au début, le web proposait des choses qui étaient extrêmement rudimentaires au regard de choses qu'on aurait pu faire avec d'autres façons de faire du client-serveur. Le protocole était dans un premier temps un peu limitatif. Et par contre, effectivement, on a vu avec des initiatives, avec des sociétés, comme Adobe par exemple, avec Macromedia qui ont proposé avec, aussi, Java, avec les applets Java, Microsoft avec les ActiveX, qui ont proposé des moyens d'enrichir, la réponse en termes de fonctionnalité et en termes d'ergonomie. Et donc, là, on voit avec l'arrivée des Rich Internet applications, une remontée globale de l'ensemble, de la partie fonctionnalité ergonomie qui va venir se réaligner avec la capacité de scalabilité et la capacité d'interopérabilité. On va ensuite avoir finalement ces rich internet applications, on va voir qu'elles vont, les technologies, il va y avoir, un peu de mouvement et on en discutera. Et puis on va arriver à la période du responsive design.
des applications qui sont faites pour fonctionner sur des devices mobiles, qui sont faites pour être des compagnons au quotidien sur ces devices mobiles. Et puis la cible, c'est probablement, aller encore plus loin sur les capacités de pouvoir avoir des containers binaires d'exécution, avoir du contenu, multimédia 3D enrichi avec les WebAssembly et finalement revenir avec ce que l'on était capable de faire très très facilement sur des applications, et déployées, en local et des applications graphiques sur un ordinateur. On va les retrouver jusque sur des devices beaucoup plus légers avec des fonctionnalités extrêmement enrichies et puis on va pouvoir, voir effectivement ce mobile device retrouver tout le périmètre de réponse ergonomique et fonctionnelle qu'on avait avec les applications locales historiques. Alors, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va parcourir la timeline du web. On va essayer de revenir aux racines du web, aux origines, en 2 slides, hein. Donc une première phase que j'ai nommée phase de construction, hein, qui va s'étaler des années 80, du début des années 90 à 99. Bon, Tim Berners-Lee, pour ceux qui ne l'identifient pas, c'est juste le père du web, hein, au CERN, hein, la fabrication du premier navigateur et la proposition des premiers principes de l'hypertexte. Donc voilà, évidemment, on ne peut commencer qu'en le citant. Et puis bah, là, on va essayer d'aller jusqu'à la fin des années 2000. Donc cette phase de construction va nous emmener à la fin des années 2000, pardon, au début des années 2000. Sinon, dis donc, on a fait un beau saut dans le temps là, hein. Alors, 1990, Tim Berners-Lee est accompagné par Robert Caillot au CERN et donc il y a la construction, il y a la rédaction d'un document qui va s'appeler World Wide Web Proposal for a Hypertext Project et c'est le document fondateur de ce qui va devenir les principes du web. Et on voit effectivement, hein, Robert Caillot, c'est aussi lui qui est à l'origine du premier logo, hein, du World Wide Web que j'ai mis juste en dessous. On va voir apparaître le premier serveur web. Ce serveur web, il est relativement connu. C'est une station Next, hein, c'est un serveur, c'était beaucoup dire. C'était plus un ordinateur posé sur un bureau, une station Next, hein, donc qui s'appelait nxoc01.cern.ch. J'ai mis l'URL en dessous avec le préfixe passe hypertexte wawawa theproject.html. Et c'est donc le premier serveur web et le premier client web, hein. Alors imaginez pas un logiciel extrêmement sophistiqué, hein. Il avait la capacité de pouvoir interpréter le code HTML d'origine, hein, le code de base HTML. Et ce qu'on voit là, c'est la première page web qui a été hébergée sur la première URL, avant même que ça s'appelle une URL, la première adresse Internet. 1991, Tim Berners-Lee a décidé de rendre libre sur Usenet, hein. Usenet, c'est avant même que le web existe, il y avait des moyens de communication d'information. Usenet était excessivement utilisé. Et puis, il y avait déjà le mail et la capacité de faire des listes de distribution. Et donc, la publication du principe du web a été faite sur Usenet et sur la liste de distribution Wawawa Talk. Et ça va bien fonctionner à un tel point qu'en 92, on passe à la phase d'officialisation et il y a déjà 26 sites web qui sont répartis sur Internet, dont Cocorico, il y en a un français quand même. Et puis on voit d'autres initiatives de fabrication de navigateurs. Il y a par exemple Airwise et Viola Wawawa. Et surtout, cette fois-ci, un vrai serveur NCSA HTTPD qui implémente le protocole HTTP 0.9 qui va être à la base du serveur Apache un peu plus tard. Le vrai premier navigateur Internet, c'est-à-dire avec un vrai moteur qui marchait sur un nombre important de systèmes, hein, de Windows, Mac, sur les serveurs X, X Windows sur Unix, c'est Mosaic. NSCA Mosaic, hein, c'est le premier client graphique, donc effectivement avec la capacité de pouvoir afficher des images, de traiter des formulaires, c'est-à-dire les prémices de l'interaction avec l'utilisateur, hein. Et donc c'est une rétroversion du CERN dans le domaine public et du coup une initiative open source NSCA Mosaic. 1994, bah, l'officialisation marche bien, hein, puisqu'on on va passer de 2000 à 10 000 sites en une année, mais attention, hein, c'est que le début, ça va exploser.
Et puis on voit arriver les premiers acteurs commerciaux dans la course. On voit arriver Yahoo, on voit arriver Netscape avec Netscape Navigator. Et il est notable aussi de se dire que par contre le web demeure un standard ouvert, demeure quelque chose sur les principes de l'open source, et c'est la rédaction de la RFC 1738 sur les Uniform Resource Locators, sur les adresses, hein, sur la normalisation de la façon d'écrire une adresse. Et puis c'est la mise en œuvre du W3 consortium qui va avoir pour objectif de s'assurer de la solidité des standards ouverts et du maintien de ces standards ouverts sur le web, et donc de s'assurer que le web conserve cette ouverture initiale. Malgré tout, il est quand même important de voir qu'effectivement, c'est l'entrée des acteurs commerciaux. Ça va s'accentuer. Le nombre de sites, on va voir tous les ans, il va doubler et ça va être presque encore plus que ça. On va arriver sur des courbes exponentielles à partir d'un certain moment. On arrive à 23 500 sites internet. C'est l'arrivée de MSN. Donc Microsoft rentre dans la boucle avec MSN, avec Internet Explorer, MSIE 1. C'est l'arrivée du moteur de recherche Alta Vista. Et puis c'est surtout le passage au code Apache HTTPD, et donc c'est le serveur Apache qui arrive. On a une RFC importante, la RFC 1866. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, hein, une RFC, c'est un document de spécification d'un protocole. Ça veut dire Request for Comment. C'est en gros la proposition de protocole qui est soumis à relecture. Et donc la RFC 1866, elle a pour objet HTML 2.0, donc une définition un petit peu plus structurée du langage, du macro-langage HTML. Et puis c'est l'arrivée de Java, JavaScript, et puis de PHP aussi. On avait déjà les principes de la Common Gateway Interface pour pouvoir exécuter des scripts ou des programmes binaires par l'interface commune, la Common Gateway, ce qu'on appelait les CGI, hein, Common Gateway Interface. Et PHP offre une autre approche, une approche un petit peu plus module, c'est-à-dire quelque chose qui est dans le contexte mémoire du serveur web et qui va faire la transformation sans avoir à passer par cette gateway pour aller exécuter un programme extérieur. Et PHP va offrir la possibilité, alors pas forcément de la manière la plus élégante, mais d'intégrer du code dynamique dans le code HTML. 1996, alors là, c'est un ratio de 10. Hein. Cette fois-ci, on est en train de rentrer dans cette courbe exponentielle. 230 000 sites internet, arrivée du navigateur Opera. Et puis une RFC peut-être encore plus importante, la RFC 1945, c'est la définition du protocole HTTP 1.0, qui est presque déjà suffisant pour reproduire encore tout ce qu'on utilise actuellement. Hein. Il va y avoir énormément d'évolutions dans le protocole avec HTTP 1.1, mais disons que là, on a déjà un web suffisant. Et puis, c'est l'introduction de CSS Level 1. Ça aussi, c'est extrêmement important parce que HTML avait été construit de façon, il y avait un amalgame entre la partie sémantique, la partie structuration de la donnée et la partie affichage de la donnée. Là, on essaye de faire en sorte d'enlever tout ce qui est balisage, qui gère plus de l'affichage de la donnée, pour ne conserver que des balises qui gèrent la structuration de la donnée et faire en sorte que l'affichage soit contrôlé par le cascade seal sheeting level 1 avec CSS. C'est ma première connexion à Internet, 1996. Alors pas avec Opera, mais avec Netscape, qui était arrivé effectivement 2 ans plus tôt. 1997, 1 million de sites. Donc HTML 3.2 puis 4, là on commence effectivement à avoir des versions d'HTML qui sont cette fois-ci bien abouties avec une vraie séparation CSS HTML qui est complètement aboutie et ça va nous permettre de pouvoir voir l'entrée de la partie web 2.0 qui se pointera dans les années 2000. 1998, 2 millions de sites internet. Et là, on a l'arrivée de Mozilla et de la Mozilla Foundation. On a Google qui vient de pointer son nez et du coup avec un moteur de recherche dans un premier temps, mais on sait maintenant
à quel niveau d'évolution ça va se développer. On a XML 1.0. Là, cette fois-ci, on a un markup language orienté données. C'est important hein, parce qu'effectivement, on va se rendre compte que ça va permettre de faire de la réponse, augmenter la capacité de réponse dynamique. Ça va permettre de pouvoir aller vers le web des objets, le web des services, et donc faire en sorte que le protocole qui servait pour diffuser de la donnée va permettre de diffuser aussi de l'information qui n'est pas à la destination de l'humain, mais qui est à la destination d'autres systèmes. Donc, on va commencer à avoir les débuts du machine to machine avec XML. Après, on va voir effectivement l'arrivée de JSON, l'arrivée de d'autres langages de sérialisation qui vont être qui vont un petit peu remplacer XML. XML est très verbeux, XML venait avec un écosystème, est venu, mais pas en 98, hein, progressivement, avec un écosystème extrêmement complexe, peut-être trop. Et du coup, bah, voilà. Mais c'est quand même notable de dire que c'est quand même XML qui était à l'origine de cette transformation un petit peu aussi de la partie web HTTP pour que ça devienne une capacité machine to machine. Et maintenant, on sait très bien que des protocoles propriétaires pour faire de l'échange de données, bah, c'est devenu presque un anti-pattern et qu'on a plutôt, on utilise beaucoup plus HTTP et REST pour faire ce genre de choses. Mais il a fallu passer par XML, par XML RPC, par SOAP pour pouvoir avoir cette promesse. CSS Level 2, on va encore plus loin hein, sur la capacité de faire du web esthétique, du web beau. Et puis on a le DOM, le Document Object Model qui arrive, le DOM Level 1. J'ai aussi cité le WAP parce qu'effectivement, on a commencé à se poser la question de savoir comment pouvoir accéder à Internet depuis les premiers devices avant le smartphone. Et puis, ben, on voyait bien que ces premiers devices n'étaient pas en mesure d'afficher une page Internet comme on pouvait l'afficher sur un ordinateur. Et du coup, il y a eu cette première initiative avec le WAP de proposer un modèle d'affichage limité. Bon, on sait que ça n'existe plus maintenant, hein, parce qu'effectivement, maintenant, avec l'arrivée du smartphone, la capacité d'afficher une page web directement sur un smartphone, et puis avec plus tard le responsive, ce genre de choses est strictement inutile. On est susceptible maintenant depuis notre téléphone, qui a grossi en plus, ou nos tablettes, de pouvoir afficher des pages internet de façon quasi normale. 1999, 7 400 000 sites HTML 4.0.1 et la RFC 2616 sur le HTTP 1.1. HTTP, le protocole HTTP est installé, normalisé, et il va être le support pour ce qui va se passer dans la phase juste derrière. Je vais juste finir avec l'année 2000. 2 millions, pardon, 20 millions de sites et XHTML 1.0, hein, une des versions d'HTML extensible. Alors, est-ce que ça a vraiment percé le XHTML? Non. Mais c'était quelque part, on était encore dans cette période où on testait les choses. On va voir qu'on les a testés aussi sur les Rich Internet Applications dans un contexte moins normalisé, mais on va y venir juste derrière. Faut quand même se rendre compte qu'en 10 ans, on est passé de rien à 20 millions de sites internet. Donc, et on voit qu'on a les prémices d'un web qui va être un support universel pour énormément d'usages. On passe dans cette deuxième phase sur la timeline du web hein, et sur le navigateur. C'est la phase que moi j'ai nommée phase de consolidation et de généralisation. Donc, une partie des données que j'utilise pour faire mes supports, vous vous en doutez, je m'alimente aussi sur des sources publiques, sur des sources construites par l'intelligence collective. Comment ne pas marquer cette date extrêmement importante? C'est l'introduction de Wikipédia. Et puis, à cette époque, le web pèse déjà 30 millions de sites internet. Mais voilà, Wikipédia, ça a commencé d'une petite initiative, ça a été décrié par des détracteurs sur le niveau de qualité des données. C'est probablement, c'est même évidemment l'encyclopédie actuellement la plus pertinente et la plus riche qui existe au monde. Je veux pas rentrer sur les débats sur sa gouvernance et ainsi de suite. C'est l'encyclopédie la plus riche du monde. 2002,
On a enfin un navigateur, une première version d'un navigateur fourni par Mozilla, Mozilla 1.0, mais ça va pas être celui qui va faire la démocratisation de la Mozilla, des produits de la Mozilla Foundation. 35 millions de sites, on voit la cadence il y a des sites internet qui se créent tous les jours et des centaines, des milliers de sites internet qui se créent tous les jours. 42 millions en 2003. Et là, on voit que Apple a beaucoup changé avec le retour de Steve Jobs, avec macOS X et la nécessité d'avoir un navigateur. On va voir que ce navigateur, par contre, au même titre que macOS X est construit sur de l'open source, ce navigateur va être construit sur de l'open source. Donc c'est l'introduction de Safari en 2003. 2004, c'est voilà, on rentre dans le web 2.0, on rentre dans ce web où les choses bougent très rapidement, où on a le- la bêta est la règle, c'est la valeur arrive le plus vite possible, et puis les logiciels ne sont jamais terminés, ils évoluent en permanence. C'est un peu le principe qu'il y a en dessous du web 2.0. 53 millions de sites, donc. Et cette fois-ci, on a un navigateur open source qui va s'installer de façon durable, Mozilla Firefox. Et puis, c'est quelque part aussi important cette date parce que c'est la démocratisation, c'est enfin, c'est l'arrivée des réseaux sociaux dans quelque chose qui va vraiment perdurer. Il y a eu des initiatives avant, Google avec Orkut par exemple, il y a eu quelques initiatives locales, mais cette fois-ci, on a un réseau social qui va exploser et qui va fixer les règles d'un nouveau web social, pour le meilleur comme pour le pire. Mais donc, effectivement, c'est quand même intéressant de souligner qu'en 2004, c'est l'arrivée de Facebook. C'est la démocratisation de Facebook. 2005, c'est l'entrée du web multimédia avec le streaming, avec les premières plateformes de streaming qui vont arriver. Et puis, c'est l'introduction de YouTube. Je peux évidemment pas ne pas en parler. 2007, je reviens un petit peu sur les chiffres. Bon, là, on est à 127, pardon, 1 milliard 270 000 sites internet. J'ai dû me tromper. Non, je pense pas me tromper dans les chiffres. HTML 5.0. HTML 5.0, ce qui est important, c'est que c'est la prise en compte. On avait eu dans HTML 3.2 et 4 la prise en compte de la partie graphisme, de la partie média statique sur Internet. Là, on a la prise en compte de la partie multimédia vidéo sur Internet et d'un web qui effectivement va devenir de plus en plus en mesure de fournir une réponse multimédia. 2008, Google produit Chrome, la première version de Chrome. On verra, on va faire un passage sur les moteurs de rendu. Oui, je m'étais trompé, évidemment. C'est 176 millions de sites. Alors ouais, je suis parti dans une folie de zéro. Et c'est pareil, en 2003, il y a une erreur aussi sur le slide. Vous m'excuserez. J'ai beaucoup de mal avec les zéros, mais le web évolue tellement vite que je mets trop de zéros. Mais voilà, soyons raisonnables. 2009, il y a un élément notable, c'est TraceMonkey. C'est le fait que le JavaScript maintenant est capable de s'exécuter en tâche de fond dans le navigateur et va proposer des capacités applicatives beaucoup plus évoluées. On va pouvoir faire des choses qui sont avec la capacité pour JavaScript de fournir ce que les Rich Internet Applications essayaient de faire avec les solutions que vont nous proposer Macromedia, Adobe et d'autres éditeurs logiciels. 2014 à 2017, cette fois-ci, on vient d'atteindre officiellement le milliard de sites. Donc cette fois-ci, HTTP 2, c'est les API de Web Notification, c'est le full HTTPS. Donc progressivement, on va voir se démocratiser la notion de sécurisation. Les usages commerciaux sur Internet vont obliger effectivement de plus en plus à augmenter le niveau de sécurité. Il faut bien comprendre qu'à la base, les protocoles d'Internet, les protocoles web, ils n'ont pas été faits pour intégrer la sécurité. On n'avait pas défini cet enjeu comme, comme prioritaire, puisque c'était vraiment des réseaux de communication et d'information. Maintenant, on y fait circuler de la valeur. Les usages se sont extrêmement démultipliés et il est nécessaire que la sécurité soit prise en compte. Donc c'est le HTTPS qui arrivait plus tôt, qui va devenir presque la norme.
Et puis c'est l'introduction des progressive web apps et on va encore plus loin sur la capacité à faire de l'application riche, de l'application enrichie sur le navigateur. Terminé Internet Explorer. Bonjour Microsoft Edge et on reviendra sur le sujet quand on va regarder les moteurs de rendu. 2018, je souligne cette période parce que c'est la réglementation sur les données personnelles. Et sur internet, ça va avoir un énorme impact, hein, parce que forcément, il y avait effectivement, c'était nécessaire, il y avait des mauvaises pratiques, il fallait une réglementation. Maintenant, ce qui est un particulier, c'est la façon dont elle a été mise en œuvre sur le web, hein, sur l'expérience utilisateur, sur le parcours utilisateur. C'est pas simple. On voit qu'il y a pas mal ça provoque un peu de défaçage du web avec énormément de contrôle, de validation, effectivement, il y a beaucoup de mauvaises pratiques qui s'étaient mises en place, sauf que la réponse qui a été produite pour essayer d'estomper ces mauvaises pratiques, d'un point de vue expérience utilisateur, elle n'est pas forcément optimum. 2020, bon bah là, il nous est arrivé à tous quelque chose de pas franchement agréable, on a été enfermés. Et qui dit enfermé dit quand même la nécessité de maintenir une activité sociale. Donc oui, c'était la période du Covid-19 et du coup le web a trouvé énormément de nouveaux usages, mais notamment il y en a un qui s'est renforcé, c'est la capacité à maintenir du lien social avec la vidéoconférence, que ce soit professionnel avec des Zooms, avec des Teams, mais que ce soit aussi pour entre amis, hein, les apéros virtuels du soir, toutes ces choses que qu'on continue à regarder avec beaucoup d'étonnement en se disant on a fait ça, pourquoi on a fait ça. Donc ouais, effectivement, 2020, finalement, c'est intéressant de se dire que travailler dans l'IT, des fois, on se pose des questions sur la pertinence de notre fonction, de notre métier. En 2020, on a compris pourquoi on faisait ça, parce que c'était aussi une nécessité pour garder du lien dans des situations complexes comme celle du Covid. Web 3.0, le web sémantique, c'est l'arrivée de la blockchain qui va être utilisée pour les crypto-monnaies, mais qui va aussi servir aussi pour pouvoir servir d'éléments pour fabriquer ce web sémantique, hein, les webs décentralisés, faire en sorte que on puisse avoir quand même cette notion de sécurité dans les constructions décentralisées. Donc voilà, je suis pas un grand spécialiste hein, de cette partie-là, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Et puis enfin, qu'est-ce qui nous attend? 2020 et puis même derrière, mais je pense qu'il y aura 2030, il y aura encore d'autres concepts qui seront là, clairement. Les choses avancent tellement vite. Le web 4.0, le web intelligent, hein, c'est l'introduction de l'intelligence artificielle, à la fois dans les applications, à la fois dans notre quotidien, clairement, mais donc forcément avec un impact sur le web et on va voir, ce que ça va nous proposer. J'ai justement regardé un peu ces grandes phases du web. La première phase, c'est moi qui la nomme pré-web, hein, mais en gros, c'est l'étape web universitaire, web technologique. C'est un web qui est fait pour les chercheurs, pour les enseignants. Faut pas oublier qu'il est, alors c'est différent d'internet. Internet a été fait par les militaires et les universitaires. Le web a été fait par les scientifiques et les universitaires. Donc il est directement un petit peu. Au début, c'était un web de geek, c'était un web technophile pour le coup. Et puis par contre, il va rapidement, on va le voir, il va changer d'aspect rapidement, hein. Mais finalement, c'est quand même lui qui va pousser la démocratisation d'internet. Donc voilà, URL, HTML, protocole, tout ça, on a les bases qui sont posées. De ces bases, on va arriver au web 1.0, c'est le web de la globalisation. On l'a vu, hein, c'est d'adoption va être extrêmement élevée. Il vient avec la capacité de pouvoir faire du web graphique, du web média, du web qui deviendra du web multimédia. Et puis, c'est aussi un web d'interaction avec l'utilisateur, la capacité d'avoir des formulaires, de pouvoir euh, proposer certains éléments qu'on avait dans les interfaces riches, graphiques, non connectées. On commence à voir les premières briques. On a vu que c'était pas encore une réponse optimum, donc il va falloir que tout ça évolue. Mais du coup, c'est pareil, hein, c'est l'arrivée des back-ends, du stockage des données dans des bases de données, et puis des moteurs de recherche hein, qui vont justement exploiter ces bases de données.
On en arrive au web 2.0. Et puis ce web 2.0, bah, en premier lieu, c'est ce que j'ai dit, c'est un web social et commercial. Et puis on voit arriver les premières applications Internet riches. C'est les débuts du software as a service, les mashups, c'est-à-dire la composition, le fait que on va le plus possible sur cette dimension hypertexte, cette dimension construction hybride d'une page. Et puis, c'est l'introduction du web multimédia avec justement HTML 5.0 qui va offrir la capacité de traiter la vidéo directement embedded dans une page web, de façon beaucoup plus élégante que ce que nous proposaient les premières approches RIA. Ce qui est important, c'est que c'est aussi le mobile web. C'est la démocratisation des devices mobiles, c'est la démocratisation du smartphone. Et il va donc falloir un web qui soit un web multi-device. C'est l'arrivée des plateformes. Et c'est extrêmement important parce que avec ces plateformes vont venir les applications mobiles, les mobile apps. Et ces mobile apps, il faut bien se dire que dans une grosse partie, ce sont des applications web. Ce sont des applications web réduites qui sont faites pour tourner dans un canevas d'exécution spécifique. Mais du coup, ça vient avec un modèle économique spécifique, hein. Les plateformes, elles ont changé une partie de la règle du jeu. Encore une fois, hein, je suis pas là pour faire du jugement, mais c'est game changer, hein. On avait de la liberté sur un ordinateur de le déployer comme on voulait. Le device, lui, il va s'accentuer plus sur sa fiabilité, et sa fiabilité va passer par un modèle de jailing, hein, de structure d'exécution fermée. Et, et ce jailing permet aussi de pouvoir régler un peu plus le modèle économique. Donc là, le marché est plus restreint, hein. Il y avait Apple qui est arrivé en premier, Android qui va suivre, et ils vont construire un modèle de fourniture du logiciel beaucoup plus structuré, beaucoup plus réglementé, mais beaucoup plus limitant. On a aussi le web cube, hein. Ce qu'on appelle le web cube, c'est le web des données et le web des objets. Donc c'est le machine to machine, la démocratisation du machine to machine. Et quelque part, bah, c'est un peu le web que dans nos métiers, hein, dans les systèmes d'information, on côtoie parce que c'est le web des services, le web des données. C'est important de le souligner. On arrive à l'étape suivante, qui est le WebOS. C'est-à-dire le web qui devient presque, le navigateur web devient un bureau de travail, devient un environnement de travail. Une grosse partie de ce qu'on va faire quotidiennement sur son ordinateur, on va le faire au sein même de son navigateur. Et du coup, c'est le web du cloud, c'est le web des services cloud. Alors quand je dis ordinateur, ça peut être ordinateur ou ça peut être device, mais on comprend très bien que finalement, au final, une grosse partie de ce qu'on va faire sur un système d'exploitation, on va le faire dans un environnement d'exécution limité, et c'est bien un navigateur, un moteur de rendu ou un navigateur, mais c'est quasiment la même chose. Et puis, bah, c'est le web aussi, le cloud, c'est le web des API, hein, c'est-à-dire on va encore plus loin que le web cube avec le web de la consommation de services de façon complètement distribuée. Et puis, en dessous, c'est l'ambient web. Ça va encore plus loin, c'est-à-dire maintenant, et je l'ai déjà dit, mais le web est partout. Le web est dans votre poche, le web est sur votre bureau, le web est sur votre robot de cuisine, le web est sur la porte de votre frigo, le web est absolument partout. Et il est intégralement multi-device, multi-plateforme, et c'est l'explosion des modèles applications, des modèles marketplace et apps. Et puis ça nous emmène au web 3.0, hein, le web sémantique. Cette fois-ci, on essaye d'avoir un web sur lequel on essaye de structurer un peu plus la notion d'objet, la notion de données, et ainsi de suite, d'aller sur les aspects edge computing, aller encore plus loin, hein, sur la capacité de gérer le trusting, c'est ce qu'on a vu. Mais aussi, je voulais aussi souligner le fait qu'on arrive aussi à ce web spatial. Alors, est-ce que les équipements sont prêts? Est-ce que les sociétés sont prêtes? Non, elles le sont pas, mais elles dépensent des millions, des milliards sur le sujet du web 3D, de l'augmented reality, de la virtual reality, des méta-réalités, des métaverses. On voit les dépenses qui sont faites par des groupes comme Meta, par exemple, sont absolument pharaoniques. Pourquoi ils le font? Parce qu'effectivement, avec le web 3.0 et avec la blockchain, on a vu arriver euh, quand, moi j'ai commencé à travailler dans la bulle Internet, en pleine bulle Internet, avec ce friendly business.
Et ce friendly business, il s'est expliqué parce que c'était une période dans laquelle euh, on s'est aperçu du principe d'abondance. On a commencé à avoir des plateformes libres qui distribuaient de la musique, des Napster, des choses effectivement que le marché en place de vente de l'entertainment, de vente de la musique, de vente de la vidéo plus tard, a vu arriver avec beaucoup de terreur parce que ça pétait leur modèle économique, parce qu'eux ils étaient sur un principe de ressources finies. Et là, on arrivait sur un modèle de principe d'abondance, d'une ressource infinie. Et les modes de commercialisation n'étaient pas les mêmes. Ça a terrorisé toutes les majors, toutes les plateformes et ainsi de suite, toutes les structures. Et elles ont dû se reconstruire. Elles l'ont fait en cassant. Hein. Elles ont expliqué que la bulle Internet, c'était une bulle, hein, ce qui n'était pas forcément vrai. Hein. C'est juste que eux ne pouvaient pas forcément en tirer tout le bénéfice qu'ils voulaient. Mais du coup, par contre, ils n'ont eu d'objectif que de retrouver un moyen de reproduire un principe de commercialisation fini sur des solutions technologiques qui, à la base, sont faites pour faire du modèle d'abondance. Et la blockchain, c'est une des réponses. Les NFT, c'est une des réponses. Par contre, ça veut dire qu'on vient créer de l'objet intangible, mais pour lui donner une vraie valeur. C'est bien beau d'avoir une copie d'une œuvre d'art intangible si personne ne peut l'avoir. Et c'est donc nécessaire d'avoir un web spatial. C'est donc nécessaire d'avoir un web. Il y a d'autres usages. Hein. On peut visiter à distance, on peut faire des opérations à distance, on peut faire, en fait, on vient créer une deuxième réalité qui permet d'interagir sans se soucier de la distance entre les deux points d'interaction. Donc, oui, ça c'est l'usage noble, mais il y a aussi l'usage commercial. Et l'usage commercial, on sait très bien qu'Internet, hein, la révolution du web, la démocratisation du web, on le veuille ou non, elle passe par le sujet des fournisseurs d'accès. Et ces fournisseurs d'accès, se sont justifiés parce que le web était devenu une rue commerçante, pour le meilleur comme pour le pire. Mais il est donc nécessaire qu'on ait cette dimension commerciale sur le web pour qu'il puisse continuer à fonctionner. Ce qu'il faut, c'est des organismes comme le W3C pour s'assurer de la conservation des protocoles, des normes ouvertes, et qu'il y ait cet équilibre qui se construise. Et que oui, il faut qu'on fasse attention sur des sujets d'identité, sur le fait qu'on donne notre identité numérique à des sociétés. Je pense qu'il faut être prudent sur ces sujets-là. Mais disons que là aussi, hein, on a besoin de ces grosses sociétés, mais on doit faire attention à ce qu'elles font, parce que c'est elles qui vont permettre de pouvoir justifier les investissements nécessaires pour qu'on puisse avoir ce genre de choses. Et encore une fois aussi, vous êtes sur Ultra Green, et dans Ultra Green, il y a le mot green, et c'est pas une blague. La réalité, c'est qu'il faut aussi qu'on fasse extrêmement attention à la façon dont on va consommer ça, et les aspects énergétiques, les aspects environnementaux qui vont avec. On peut et on doit trouver des solutions. Moi, mon point de vue, c'est de dire que euh, c'est presque trop difficile de revenir en arrière sur une innovation technologique quand elle a été adoptée. On doit la rendre vertueuse. Et le travail qu'on doit faire, c'est de la rendre vertueuse. Mais voilà, je voulais faire ce petit point. Hein. Excusez-moi, j'ai un petit peu duré sur ce point-là, mais c'était important de le souligner. Où on va? On va vers le web 4.0. Alors effectivement, hein, je l'ai dit, hein, c'est ce web intelligent, c'est le web des IA, c'est le web des agents, ou la fin du monde. Bon, c'est une blague, hein, mais enfin, c'est une blague. Oui et non. C'est de dire, encore une fois, je reviens sur un petit peu la petite réaction que je viens d'avoir. On fabrique pour le meilleur comme pour le pire. Le but du jeu, c'est qu'il y ait toujours des gens qui essayent de faire en sorte que ce soit pour le meilleur. Alors, les usages du navigateur, forcément, je reviens, hein, on est parti de ce navigateur qui était là pour gérer des données, afficher des données hein, avec des moteurs de recherche. On voit que c'était un usage qui était vraiment transférer de l'information pour ce qu'elle est. Mais après, on va voir arriver la capacité. Je ne cherchais pas à trouver un ordre dans les boîtes qui vont s'afficher. Le but, c'était vraiment de se dire les usages ont explosé. Et c'est pour ça que ce web est devenu un web du quotidien. Un web de tous les jours, un web de partout, un web de tout le monde. Et on y a nos loisirs, on y a nos réseaux sociaux, les plateformes pour regarder nos films préférés, on a des groupes de discussion, on a notre musique, hein, et au même titre que le device téléphone euh, était à la base un téléphone et maintenant il fait GPS, montre, téléphone, il fait baladeur, il fait appareil photo, il fait tout. Il est donc forcément devenu le support pour la généralisation globale de tous les usages du web, le jeu et ainsi de suite.
Je fais un petit focus sur la partie blogs, groups, avec par exemple Stack Overflow. Et tout à l'heure, il y a quelques minutes, on a parlé de ce futur web, le web intelligent, le web de l'IA. Attention, les modèles de données, les LLM, pour se construire, ont besoin de sources d'informations. Ils n'inventent pas de la donnée. Ils sont capables de restituer de la donnée dans des modalités conversationnelles. Et finalement, un LLM ne produit pas de valeur, il la synthétise. Mais pour la synthétiser, il a besoin de sources de données. Il a besoin qu'il puisse apprendre depuis des sources de données pertinentes. Je tire la sonnette d'alarme sur le sujet de l'IA en disant, quand vous ne venez plus sur un Stack Overflow, je parle aux développeurs pour le coup, ou aux tech, toute la stack, tous les stacks quelque chose par exemple, quand vous ne venez plus sur ces outils pour venir apporter de la valeur, en fait, vous le faites parce que l'IA va beaucoup plus vite et qu'elle va vous répondre. C'est-à-dire sur Stack Overflow, la personne va vous répondre en 2 heures ou en une journée ou plus longtemps. L'IA va répondre instantanément. Le seul détail, c'est que toute cette valeur que vous ne mettez plus sur ces sources de données, c'est des données qui ne vont plus pouvoir alimenter l'IA dans l'amélioration des modèles. Et faut faire très attention. Il y a pire, typiquement, il y a sur l'image, sur le sujet de l'image, les modèles de données utilisaient jusqu'à présent exclusivement des photos, des images qui étaient produites par l'homme, donc soumis aux règles comprises et intégrées par l'homme. Et maintenant, il y a plus d'images générées par l'IA sur Internet, ou presque, que d'IA produites par l'homme. Et le gros problème que ça pose, c'est que si on continue à instruire les modèles sans faire attention à ce genre de choses, on va se retrouver avec une dégénérescence des modèles. Donc voilà, je voulais juste faire un petit focus. Je fais beaucoup de digressions sur cette vidéo, mais je pense que c'était important de le faire. Donc voilà, j'ai ces usages loisirs, j'ai les usages commerciaux. Et on l'a dit, le web 2.0, c'était un web social et commercial. Mais c'est aussi pour ça qu'il existe et c'est aussi pour ça qu'on l'a encore, ce web, parce que il est devenu rentable parce que des sociétés l'ont utilisé dans leur activité commerciale. Donc oui, ça peut traumatiser quand on était moi comme moi habitué à un web, une première version du web assez user friendly qui devient une rue commerçante. Voilà. Mais c'était indispensable. Cette mutation est indispensable. Et forcément, c'est devenu un web aussi, un web professionnel. On y a nos communications. J'ai essayé de mettre un petit peu des outils open source. On a Signal, on a Open Project pour nous gérer nos projets. On a Redmine. Même des sociétés comme Microsoft produisent des solutions open source avec VS Code qui est utilisable complètement au travers du web. On a des outils de collaboration, Nextcloud, XWiki, Collabora. Donc effectivement, on voit que malgré tout, l'open source, mais je reviens pas, l'open source reste quand même un générateur de solutions qui est toujours considéré et même, je pense, dans le monde professionnel, le monde du service, il faut pas se tromper, hein. Une grosse partie du web tourne, continue de tourner et continuera longtemps de tourner sur de l'open source. Et de mon point de vue, les solutions les plus efficaces pour fabriquer de l'internet et du web reposent sur l'open source. On y a aussi la capacité à s'éduquer, les supports, le web multimédia va permettre les supports de publications universitaires en ligne, TED, le MIT, Apple en propose. Voilà. J'insiste, voilà, le web est devenu un web de tous les jours. On va revenir sur les aspects un peu plus technologiques et on va essayer de regarder ce qui a marché, ce qui marche ou ce qui marche pas, et puis essayer de le repositionner dans les différentes étapes. On a le HTML, le CSS, JavaScript qui sont là depuis longtemps. Et on voit qu'effectivement, bousculé par des alternatives pendant la période des Rich Internet Applications avec Macromedia, Flash, Shockwave, les ActiveX Microsoft, Silverlight, les applets Java, Flex, Adobe, l'évolution de Java pour faire de la 3D et ainsi de suite, bah, elles ont toutes provoqué la mise en œuvre de choses plus ouvertes, plus normalisées, plus standardisées, qui effectivement, elles, vont perdurer. Et on a vu arriver Ajax, on a vu arriver les service workers, on a vu aussi les scripts background, ce que j'avais évoqué tout à l'heure, on a vu l'évolution de JavaScript, et je vais revenir sur ce sujet. Sur JavaScript, je vais faire un centrique.
l'évolution des macro-langages HTML, CSS, l'arrivée des progressive web apps, WebGL pour aller encore plus loin, l'utilisation de l'accélération 3D au sein même du moteur de rendu, WebRTC pour tout ce qui va être les sockets de communication. Et puis à la fin, ce qui commence à percer, ce qui pour moi est l'avenir, c'est les WebAssembly. Alors, voilà, hein, si vous voyez quelque chose qui est porté par le W3 consortium, vous pouvez considérer qu'il y a de l'avenir parce que ça veut dire qu'il est c'est identifié comme une solution sur laquelle on définit la stratégie du web, d'accord. Et puis par contre, effectivement, hein, on voit que il faut, me faites pas dire ce que je veux pas dire, hein. Les sociétés Microsoft, Adobe, Oracle qui ont vraiment apporté des éléments sur les Rich Internet Applications, elles sont le catalyseur qui a permis aussi de produire des solutions qui sont plus standards. Le gros problème qu'on avait avec ces solutions, c'est qu'elles n'étaient pas portables, c'est qu'elles n'étaient pas universelles et qu'il a fallu chercher quelque chose qui allait produire un web universel. Et je pense que ces sociétés l'ont très bien compris. Et qu'à un moment, quand il faut s'arrêter, on s'arrête. C'est-à-dire, on a trouvé quelque chose qui fonctionne bien dans le navigateur, plutôt se dire, bah non, bah je vais récupérer le navigateur et je vais me conformer à un standard et une norme. Alors, le nerf de la guerre, vous l'avez compris du coup, et c'est exactement là où je voulais en venir, c'est le moteur de rendu. C'est-à-dire que la majorité de ce qui va faire la valeur du web doit être nativement dans le moteur de rendu. Donc en fait, les moteurs qui ont disparu, c'est des moteurs qui n'étaient pas, qui n'étaient pas en mesure de supporter les évolutions progressives, ou le coût de mise en œuvre de ces évolutions progressives était trop complexe pour qu'il y ait cette réponse native et ne pas avoir besoin de plugins, d'extensions qui, qui rajoutaient des problèmes de sécurité, qui rajoutaient des problèmes de maintenabilité. Le but, c'est que l'objet navigateur et son moteur de rendu en lui-même soit autoporteur. Et par contre, on voit effectivement, hein, il y a les racines avec Electra Presto pour Opera, avec alors Edge HTML et plus tard, hein, mais Microsoft, effectivement, il y a eu Tasman, Trident, le moteur d'Internet Explorer. Plus tard, Edge HTML, et même eux, ils vont se dire non, non, on va rester sur un des moteurs qui se sont plus démocratisés, parce que l'effort de maintien d'un moteur de rendu est extrêmement compliqué. Le moteur de rendu d'un navigateur web, c'est probablement maintenant parmi les codes les plus complexes qui puissent exister. Parce qu'il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux d'universalité, des enjeux d'interopérabilité absolument pharaoniques. Donc forcément, l'effort va se focaliser. On avait beaucoup de moteurs et on se retrouve à diminuer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des terrains d'innovation, hein. Typiquement Cerveau de la Mozilla Foundation, hein, c'est des terrains sur lesquels ils essayent des choses et en plus ils sont obligés de le faire en ce moment parce que le moteur Gecko commence à perdre en démocratisation, il commence à perdre en universalité, en démocratisation. Ce qui est important, par contre, voilà, j'en souligne trois, hein, qui sont les trois principaux moteurs, hein, WebKit, Blink et Gecko. C'est intéressant aussi de se dire que tout à l'heure, je l'ai dit, hein, WebKit, le moteur qui était à l'origine le moteur créé pour Safari, euh, vient de KHTML, vient d'un moteur de rendu qui a été fait par le projet KDE, qui est un desktop pour Linux, hein, un environnement de desktop graphique pour Linux, et le navigateur Conqueror. Cette souche, hein, KHTML, elle a d'abord été utilisée sur des petits devices, sur des consoles de jeux, sur des petites plateformes et ainsi de suite, parce qu'il était léger, mais il était extrêmement efficace, extrêmement rapide, et du coup, il va servir de base à WebKit. Et ce WebKit, c'est lui qui va lui-même servir de base à Blink, qui est maintenant la souche qui est la plus couramment utilisée. Opera est venu l'utiliser, Edge l'utilise, Vivaldi, Chromium, Chrome, et puis effectivement, qui était effectivement la base pour plein de dérivés de navigateurs. J'ai pas parlé ici, hein, de toutes les surcouches qu'il pouvait y avoir sur des navigateurs. Sur Internet Explorer, il y a eu énormément de surcouches, mais finalement, c'était le moteur Internet Explorer plus une surcouche. Et cette phase, elle est terminée maintenant, hein. Les navigateurs sont plus des réponses directement sur un moteur de rendu. Alors,
forcément, JavaScript, j'avais dit que je faisais un petit centrique. JavaScript résiste contre vents et marées. 1990, il est créé chez Netscape par Brendan Eich. Il s'appelait Mocha ou LiveScript au début. Et ils ont eu l'intelligence très rapidement de le soumettre à l'ECMA, l'European Computer Manufacturer Association, pour que ça devienne un standard. Et ça, malgré tout, il y a quand même eu des attaques. Hein, on voit, il y a cette première publication qui va être faite et des évolutions progressives de cette norme ECMAScript 2 puis 3. Ça n'a pas empêché Microsoft de venir en faire sa propre version. Et à l'époque, ça a été la pleine période de la guerre des navigateurs. Il y avait moi, j'ai fait très peu de front-end à cette période parce que je trouvais ça insupportable. Et c'est pour ça aussi que j'avais regardé certaines solutions de Rich Internet Application, Flex notamment, ou des choses comme ça parce que au moins j'étais sûr que j'avais pas à me soucier de code qui devait contrôler le navigateur, contrôler la version du navigateur et ainsi de suite. C'était un supplice. Il n'y avait pas de normalisation au niveau CSS, pas de normalisation au niveau JavaScript, entre JScript et JavaScript. C'était le même dialecte, mais c'était énormément de divergences. En plus, effectivement, Microsoft avait aussi essayé avec ActiveX. Ça nécessitait VBScript, c'est-à-dire le même langage qu'ils avaient dans leur suite bureautique, qu'ils avaient mis dans le navigateur. Ils ont essayé de le démocratiser. Donc, c'est venu rendre encore plus compliqué cette guerre entre Netscape et Internet Explorer, puisqu'à l'époque, c'était eux qui occupaient 90% du marché, pour faire simple. Heureusement, effectivement, Microsoft a cédé et finalement, c'est ce qui va aller jusqu'à l'arrêt d'Internet Explorer et l'introduction de Edge et de se dire finalement, les protocoles et ce que propose le W3C Consortium évolue pour intégrer les besoins pour faire des applications de plus en plus riches et JavaScript évolue avec ça. Et du coup, ensuite, c'est plutôt une longue succession jusqu'à maintenant de versions progressives de ECMAScript. Alors, il y a WebAssembly qu'on va voir juste derrière, qui change un peu la donne, mais il y a une vraie interopérabilité, il y a une vraie volonté d'interopérabilité entre JavaScript et WebAssembly pour donner un contexte, un cadre d'exécution donc scripté avec l'écosystème JavaScript et compilé binaire avec WebAssembly qui on est sur une période là depuis effectivement depuis 2010 plus apaisée sur le web parce que les briques sont posées et que maintenant voilà on remet pas en cause la façon dont est construite la maison. Pour finir sur JavaScript, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, alors ce document n'est pas de moi, il est de John Resig, accessible sur ijon.org. Il montre à quel point JavaScript est devenu omniprésent, à la fois en termes de moteur, en termes de dialectique, de variante du langage. Et donc effectivement, on voit que il y a encore des traces de la guerre là-dedans, on va dire. Et puis on voit aussi énormément l'écosystème d'applications qu'il y a autour l'écosystème d'interopérabilité et les différents types d'implémentation dans les langages. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur ijon.org pour aller le regarder. Et il y a d'autres informations très 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 intéressantes sur ce site. Ce que je rajoute moi, c'est qu'effectivement, voilà, JavaScript pour persister, il fallait aussi qu'il soit dérivé, qu'il soit à la souche d'un écosystème de nombreuses variantes. Et depuis ECMAScript, JavaScript jusqu'à TypeScript, CoffeeScript, Dart, JSX, Flow, ainsi de suite. Et finalement aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il a dépassé les frontières du navigateur et c'est ce qui a permis aussi sa démocratisation. On le retrouve dans les bases de données en tant que langage pour faire du query language sur CouchDB, sur MongoDB. On le retrouve au niveau back-end et ça c'est extrêmement important avec Node.js et tout l'écosystème qu'il y a derrière, qui va donc avec des frameworks comme Express par exemple qui permettent d'avoir une réponse à la fois front-end mais back-end en utilisant le même langage, avec Next.js aussi. Et puis une explosion des solutions front-end et un écosystème de solutions, de produits, de framework, de plugins de framework, avec par exemple React ou Vue.js, et puis mon petit chouchou à moi, Svelte, peut-être celui qui a réussi à me réconcilier avec le front-end. Voilà, JavaScript et un petit peu cette couche sur la couche scripting
sur lesquels on peut s'appuyer. Mais par contre, regardez les WebAssembly, parce que les WebAssembly, c'est une réponse binaire, hein. Ça va permettre d'aller beaucoup plus loin sur. Cette fois-ci, c'est la bonne façon d'encapsuler un container d'exécution binaire dans un contexte sécurisé, dans un contexte contrôlé de mémoire. C'est la bonne façon de recevoir du code binaire pour des enjeux de web 3D, de web multimédia encore plus poussés, de web applicatif encore plus poussés. C'est l'approche de container léger. On a l'approche container avec Docker, avec LXC et ce qui se fait sur Windows avec les solutions de containerisation Hyper-V, qui est une containerisation de mon point de vue plus système, qui est indispensable, hein, qui est une excellente initiative et qui va perdurer. Mais là, on a une containerisation légère qui peut être à la fois utilisable sur le navigateur, donc sur le canevas d'exécution qu'est le navigateur, comme sur le cloud et sur du serverless pour faire de l'IoT, du on-device et ainsi de suite. C'est un web qui va absorber. C'est une façon, c'est une solution. Le WebAssembly, c'est une solution qui va absorber des use cases extrêmement complexes, la capacité de revenir sur du traitement, sur du traitement de l'exécution de traitements complexes. Et donc, de mon point de vue, c'est probablement un catalyseur de l'évolution future du web et un support pour un web encore plus puissant, un web avec des réponses applicatives beaucoup plus puissantes. Donc voilà, hein, je remets l'étiquette W3C Consortium pour faire comprendre que bah, c'est pas porté par n'importe qui, donc regardez-le. Je vais conclure. Et pour conclure, qu'est-ce que je voulais souligner? Évolution, évidemment. Hein, cette présentation, cette vidéo, enfin, elle est en filigrane la démonstration d'une formidable, une incroyable évolution d'Internet. Et cette évolution d'Internet, c'est le fruit de l'évolution du web et donc le fruit de l'évolution technologique qu'il y a derrière le navigateur. Et que derrière cette évolution technique, il y a des standards ouverts, il y a la volonté de maintenir ces standards ouverts. Il y a en filigrane aussi l'open source. Et puis, le sujet fonctionnalité, hein. Tout le nerf de la guerre, c'est de venir absorber toutes les fonctionnalités nécessaires à l'absorption de tous les use cases actuels et futurs qui vont être nécessaires sur le web. Donc j'espère que ça vous a plu. Je crois que c'est probablement une des vidéos les plus longues que j'ai faites jusqu'à présent. J'avais beaucoup de choses à dire et n'hésitez pas à me faire des feedbacks, n'hésitez pas à me dire hein, si la formule est trop longue. La prochaine fois, j'essaierai peut-être de faire plus court. Mais en tout cas, je vous dis merci et au revoir.